L'invité de ce numéro du Grand Oral, Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre et actuel président du parti politique CLP, Convergence libérale et patriotique. Que dites-vous de ce portrait? Oui, pour l'essentiel, oui. Vous savez, il est très difficile de parler de soi-même, mais pour l'essentiel, je pense que ça a été bien dit. Et vous me permettez de faire juste une transition pour, après avoir salué bien sûr les auditeurs, vous remercier de l'invitation que vous nous faites aujourd'hui. Et comme j'ai l'habitude de faire, de souhaiter que tout ce qui sera dit autour de cette table et par ce micro-là, le soit dans l'intérêt exclusif des Sénégalais. J'ai l'habitude de je le répète aujourd'hui. Et rappeler également que c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici parmi vous. C'est partagé. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Merci à vous, Monsieur le ministre. Alors nous démarrons, actualité oblige naturellement, par la mise en place de la coalition Manko Taxawu Sénégal qui regroupe presque tous les ténors de l'opposition qui réussissent ainsi ce que beaucoup croyaient impossible, c'est-à-dire s'unir en direction des législatives. Qu'en pense Serigne Mbacké? Oui, j'en pense très peu de choses, dans la mesure où je ne suis pas directement concerné. Je ne suis pas directement concerné. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je n'ai pas dit rien, mais très peu, j'ai dit. Alors, je ne suis pas directement concerné dans la mesure où, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je dirige un parti politique qui a l'ambition d'aller seul aux élections législatives, parce que nous sommes contre les alliances, nous sommes contre les coalitions en matière d'élections législatives. Vous ne tenez plus de présidentielle? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, je vais vous en parler. Nous sommes donc dans le cadre d'élections législatives, où le président de la République n'est pas impliqué directement. Le président n'est pas candidat à des élections législatives. Oui, mais je dis qu'il n'est pas impliqué directement à ces élections parce qu'il n'est pas candidat. C'est des partis politiques, c'est des citoyens sénégalais qui le souhaitent, qui sont candidats à ces élections. Le président, lui, c'est autre chose. Comme on a dit, comme je le dis assez souvent, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Or, ici, il s'agit d'élire des députés donc à l'Assemblée nationale. Ceux qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont surpris parce qu'ils pensaient qu'il ne serait pas possible de mettre sur pied une alliance, c'est parce qu'ils méconnaissent totalement l'histoire politique de notre pays. Ils méconnaissent totalement alors le raisonnement des hommes politiques sénégalais. Je suis désolé de le conseiller et de le dire comme ça. Voilà, justement. C'est de dire, oh toi que je me mette. C'est de dire tout sauf lui. Mais, en lieu et place, on aurait dû proposer quelque chose, d'abord un programme. Vous l'avez constaté, quand Abdou Diouf était là en 2000, toute l'opposition s'était regroupée pour aller chercher Abdoulaye Wade. Les marxistes-léninistes, les socialistes, les libéraux, les trotskistes, tout le monde s'était regroupé sans programme préalable établi pour dire l'essentiel c'est qu'Abdou Diouf dégage. On l'a enlevé. Nous avons vu ce que... Oui, j'en viens. Vous avez vu ce que ça a coûté. 1 an, 2 ans après, cette coalition qui avait porté Abdoulaye Wade au pouvoir, c'était en fait disloqué, Moustapha Niasse était parti, et bon, ainsi de suite. Ensuite, pour faire partir également Abdoulaye Wade, c'était la même chose. Tout le monde s'était ligué. Le seul objectif, c'était de dire, il faut qu'il parte. Il est parti. Aujourd'hui donc, si on va vers des élections, que l'opposition se regroupe, en tout cas l'essentiel de l'opposition se regroupe, pour dire, nous allons à la conquête du suffrage des Sénégalais sur la base d'une liste commune, une liste unique, moi je ne suis pas surpris. Je m'attendais effectivement à ça et c'est arrivé. Alors, et comme je l'ai dit tantôt, moi je suis contre les alliances. Je suis pour les alliances à l'Assemblée nationale. Mais pour aller à la conquête du suffrage des Sénégalais, moi je souhaite, je l'ai toujours dit, je le répète, que chaque parti aille sous sa propre bannière. Et qu'on puisse justement présenter aux Sénégalais ce qu'on appelle une assemblée de rupture. Parce qu'une assemblée de rupture, ce n'est pas seulement par rapport aux hommes, mais c'est par rapport aux objectifs et c'est par rapport également au fonctionnement. Et c'est là où pour moi ça devient très intéressant. Si vous voulez, j'en parle tout de suite, sinon on y reviendra dans le fond. Mais moi je pense que l'assemblée de rupture, c'est ce que nous sommes en train de proposer. Nous avons dit, pour un pays comme le Sénégal, 165 députés, c'est trop. À notre avis, il faudrait ramener le nombre de députés à 100, dont les 20 représentant les Sénégalais de l'extérieur. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes contre l'élection d'un député sur la liste nationale. Parce qu'en vérité, un député élu sur la liste nationale ne représente que celui qui l'a investi. En l'occurrence, le chef du parti ou le président de la République. Vous, peut-être, vous n'appartenez pas à un parti politique. Mais si le président Macky Sall le voulait, ou si l'opposition le voulait, demain vous serez député parce qu'on vous met numéro 1, numéro 2, numéro 3 sur une liste, vous passez à l'Assemblée alors que vous ne représentez personne. Nous proposons l'élection de tous les députés
au scrutin uninominal à 2 tours. Excusez-moi, les majorités mécaniques. Vous savez, on a trop tendance à parler de majorité mécanique, mais une majorité sert à gouverner. Prenons le cas de l'Allemagne, de l'Angleterre par exemple, où c'est une démocratie achevée. Vous faites regarder l'histoire du Parlement allemand. En 100 ans, il y a 2 ou 3 projets du gouvernement qui ont été rejetés par le Parlement. De tous les gouvernements. Donc, on a trop tendance dans notre pays à parler de majorité mécanique qui ne repose sur rien d'ailleurs. Vous êtes au pouvoir, vous avez besoin d'une majorité pour gouverner. Alors, je reviens donc pour dire que nous sommes pour l'élection des députés au scrutin uninominal à 2 tours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a 100 députés à élire, il faut découper le pays en 100 circonscriptions électorales. Et dans chaque circonscription, celui qui va être candidat le sera. Celui qui a au premier tour 50%, 50,01%, tu passes. Sinon, on va à un deuxième tour. Ça, c'est le deuxième point. L'autre point, c'est de dire, nous sommes contre le salaire des députés. Il faudrait, à notre avis, supprimer le salaire du député et donner aux députés des indemnités de session. Cela veut dire que vous êtes journaliste. Si demain vous êtes élu député, vous continuez à exercer vos fonctions de journaliste. Parce que quand même, on le constate, l'Assemblée ne travaille que 2 à 3 mois pendant l'année. Est-ce qu'il est normal de payer à quelqu'un 1 million, parce que le plus petit salaire, si je me trompe, à l'Assemblée, c'est 1 250 000. Le plus grand, c'est 4 millions plus d'autres avantages. Est-ce qu'il est normal de payer à quelqu'un un salaire, même si c'est 100 000 francs par mois? On parle toujours d'indemnité. Hein? Oui, mais... Oui, alors je dis que donc, est-ce qu'il est normal de payer à quelqu'un 100 000 francs par mois, même 50 000 francs par mois, quelle que soit l'appellation, qu'on l'appelle salaire, indemnité et tout, alors qu'il ne travaille que 2 à 3 mois pendant l'année? Nous pensons que ce n'est pas juste. Donc nous sommes pour la suppression du salaire, son remplacement par des indemnités de session. Si l'Assemblée est convoquée, vous venez. À la fin de cette Assemblée, on vous paye vos indemnités et puis vous partez. Aussi le problème des absences. Ça règle le problème de l'absence, mais ça crédibilise l'Assemblée. C'est ça le plus important. Parce qu'à partir de ce moment, celui qui se bat pour aller à l'Assemblée, on ne dira pas qu'il y va pour de l'argent. On ne dira pas qu'il y va pour des intérêts personnels, mais on dira qu'il y va parce qu'il a des convictions. Il veut effectivement défendre les intérêts des populations. Donc, entre autres, nous pensons, nous, que si de telles propositions sont portées à l'Assemblée nationale, c'est ça qui va donner une assemblée de rupture. Également, parler de ce qu'on appelle communément les fonds politiques. Donc, toutes ces questions-là réglées, au préalable, je pense, nous pourrons avoir une assemblée de rupture, mais enlever Jean pour mettre Paul, enlever Demba pour mettre Samba, enlever Fatou pour mettre Maïmouna, qui fonctionnera sur la base des mêmes textes, je pense qu'on n'aura jamais une assemblée de rupture. Alors, vous allez soutenir Macky Sall aux législatives. Alors, vous avez parlé de ces propositions. Alors, donc aux législatives, nous ne soutenons pas Macky Sall. Je vous l'ai dit, je le répète, nous présenterons notre liste aux élections législatives avec ce que nous avons appelé la parité populaire. Cela veut dire, si nous mettons un homme politique, nous mettrons, pourquoi un journaliste, nous mettrons un de la société civile, nous mettrons un autre politique, nous mettrons un marchand ambulant, un homme politique, un ferrailleur, et ainsi de suite. Parce que nous estimons qu'il y a des corporations qui, sur le plan du nombre, sont très représentées. Ensuite, sur le plan de l'apport qu'ils ont par rapport à l'économie nationale, ont besoin et doivent être représentés à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ce sont les partis en général qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc, pour les législatives, c'est ça que nous allons faire. C'est différent maintenant de la présidentielle. Pour la présidentielle, effectivement, nous avons décidé de soutenir la candidature du président Macky Sall. Je termine sur cette question parce que pour moi, elle est une question importante. Nous voulons être cohérents dans notre démarche. Nous parlerons justement de cette candidature. Très bien, d'accord. Alors, je reviens à cette coalition de l'opposition qui aurait de fortes chances de s'en sortir bien aux législatives, vu la stratégie consistant à faire de chaque leader tête de liste dans son département. Vous qui avez soutenu jeudi dernier, lors de la rencontre des femmes de Macky 2012, que la cohabitation est exclue au Sénégal, pensez le contraire? Mais justement, je pense le contraire. Vous savez, je prends un cas précis. Celui que je connais le mieux, c'est le cas de Thiès. Vous savez que mon frère Idriss Seck gagnait largement dans toute la région de Thiès, sans parler du département. C'était sa chasse gardée. Lors des dernières élections locales, il a dû son salut qu'au soutien du Parti démocratique sénégalais. Parce que sur les 15 collectivités locales que compte le département, il n'avait gagné que dans la commune de Thiès, dans 3 collectivités locales. C'est parce que nous, au niveau du PDS à l'époque, nous l'avons soutenu qu'il a gagné le conseil départemental de Thiès, la seule structure qu'il contrôle aujourd'hui.
lors du référendum tout récemment, ils ont appelé à voter non. Et lui, il a largement emporté jusque dans son propre bureau de vote, jusque dans son propre centre de vote. Alors, est-ce que justement, est-ce que ce frère... Je ne dis... Non, je n'ose pas dire qu'il ne pèse plus lourd. Mais en tout cas, si je tiens compte des résultats qu'il a obtenus, et je ne connais pas d'ailleurs, peut-être qu'il en existe, d'autres localités qu'il a eu à gagner, d'autres collectivités locales qu'il a gagnées, je n'en connais pas, peut-être que ça existe. Mais si on tient compte de l'évolution de la situation politique, nous constatons que ces résultats ont largement régressé depuis lors. Alors, est-ce que justement, si je tiens compte de ces résultats-là, concrets sur le terrain, je peux dire parce qu'il est candidat à Thiès qu'il va gagner? Non. Tout me laisse croire qu'il va perdre à Thiès. Et pour qu'il gagne, il faut que le camp d'en face commette d'énormes erreurs pour qu'il puisse gagner à Thiès. Justement, c'est ce camp d'en face risque d'en commettre avec peut-être les problèmes, probables frustrations qui découleront des investitures dans la coalition présidentielle et l'APR qui traverse une crise profonde. N'est-ce pas là aussi une autre chance pour l'opposition? Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de parler de choses que je ne maîtrise pas. Mais oui, justement, j'en viens. Vous savez, moi, je suis un acteur politique et je ne suis pas venu à la politique il y a 2 jours. Je suis depuis. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors, de sorte que ce qui ébranle souvent les gens ne me dérange pas du tout. Nous sommes à la veille d'investiture, donc d'élections importantes. Il est normal, on parle aujourd'hui du camp du pouvoir. Mais est-ce que la situation n'est pas pire de l'autre côté? Vous avez vu dans la presse de ce matin, où on parle de beaucoup de défections dans certains partis politiques. Vous l'avez vu, tout le monde l'a lu dans la presse de ce matin. Et ça, c'est ce que la presse révèle. Mais moi, personnellement, je dirige un parti politique. Aujourd'hui, je reçois énormément de gens, de Sénégalais, qui étaient pratiquement investis dans d'autres partis politiques, qui me disent nous ne sommes plus d'accord avec ce qui a été fait, nous voulons vous rejoindre. Donc, au risque d'avoir beaucoup de surprises. Beaucoup. Maintenant, j'ai bien apprécié hier la sortie du président Moustapha Cissé Lo, qui a cité quelques responsables de l'APR pour dire c'est pas parce que vous avez entendu ses camarades de parti ou des frères parler que l'APR en tant que tel est en crise. Mais ce qu'il faut retenir, l'APR est un parti particulier qui n'existe pas en réalité, l'APR. Qui n'existe pas dans la mesure où il n'y a pas d'infrastructure, de structure, il n'y a rien. J'ai dit une fois que le président Macky Sall m'a au moins enseigné 2 choses. Qu'on peut prendre le pouvoir sans avoir un parti parce qu'il l'a fait. On peut gouverner un pays sans avoir un parti parce qu'il l'a fait. Donc, je ne suis... Et d'autant plus que le pouvoir, et ça je suis bien placé pour le dire, le pouvoir a la possibilité de gérer ces crises. Je m'explique. Si aujourd'hui vous voulez être candidat à la députation, vous n'êtes pas investi, vous êtes frustré. Mais le président du parti, qui est en même temps président de la République, a la possibilité de vous mettre ailleurs. A la possibilité de vous promettre autre chose. A la possibilité de vous donner autre chose. Ce que l'opposition n'a pas. Donc, les problèmes, on les retrouve partout. Maintenant, celui qui s'en sortira le mieux, c'est celui qui aura la possibilité de bien les gérer. Qui est au pouvoir. Certainement. Alors, les affaires Timbo et Aliou Sall, vous les analysez comment? Ouf, vous savez. Ça a créé des frustrations de part et d'autre aussi, notamment au sein des jeunes de la Cogère. Vous savez, moi, je ne me prononce pas sur... Parce que pour moi, c'est des détails. Pourquoi l'important, c'est quoi pour moi? Ils appartiennent à un parti. Ce parti a des mécanismes d'investiture. Le moment venu, ces mécanismes seront mis en branle. Et celui qui aura décidé décidera. S'il décide, tout le monde rentre dans les rangs. C'est pourquoi moi, je n'entre pas dans des considérations personnelles pour les avoir déjà vécues. Et je sais comment ces crises sont souvent réglées. D'autant plus que, vous le savez très bien, ces 2 honorables Sénégalais que vous avez cités ne peuvent pas tourner le dos au président Macky Sall, quelles que soient les difficultés. Bon, donc c'est dans les salles qui va s'en laver. Enfin, pour moi, véritablement, ce n'est pas un gros problème. Voilà, ce n'est pas des militants ordinaires. Voilà, c'est des militants qui, au-delà du militantisme, sont liés voilà, au président de la République. Nous en arrivons justement à Aliou Sall qui a traité ceux qui sont autour du président de faucons, pas tous, mais il y en a selon lui. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer cela? Des faucons, on en parlait aussi sous le régime Wade. Vous avez été à la présidence, donnez-nous peut-être une idée des habitudes. Vous savez, moi j'évite, en tout cas je le conseille à tout le monde, d'éviter d'utiliser certains termes, certains mots
adressé à des Sénégalais, à plus forte raison à des frères ou des camarades d'un parti politique. Les conséquences peuvent être... Nous devons nous donner un respect mutuel. Vous savez, l'engagement politique est tellement sérieux et tellement important qu'il n'y a pas de place pour des invectives ou autres. Alors, maintenant, quand on parle de faucons, parce que vous l'avez dit, nous avons vécu. Moi, quand on nous disait les faucons du palais, je souriais. Vous en faisiez partie. moi, tout le monde sait que je n'ai pas la tête de faucon. Moi, je suis une colombe par contre. Mais même ce qu'on appelait faucon, ça n'a jamais existé. Ça n'existe que dans la tête de ceux qui le disaient. Si vous prenez l'exemple du régime actuel, pour ce que j'en sais en tout cas, ce qui est officiel, quand on me parle de l'entourage du président, c'est qui l'entourage du président? C'est son directeur de cabinet? C'est son ministre de l'Intérieur? C'est son premier ministre? Je m'en arrête là. Mais ça, c'est le fils de Wade, tous. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mes amis, arrêtons un certain discours. Quand moi je vous dis, par exemple, oui, vous savez, ces gens de l'APR ou ces gens du pouvoir, ils sont nuls, ils sont ceci, ils sont cela. Mais j'ai oublié que nous avons tout partagé. L'actuel président de la République a été le premier ministre de Wade. Et c'est Wade qui disait en 2004 ou 2005, enfin avec Macky Méchant qui sort de terre, c'est lui qui disait en Wolof, en ce moment, c'est son actuel premier ministre qui était le directeur de cabinet de Macky Sall. Donc il était dans l'équipe de Wade. L'actuel ministre des Finances était directeur général des impôts et domaines, nommé par Wade, il était dans l'équipe de Wade. L'actuel ministre des Affaires étrangères était dans l'équipe de Wade. L'actuel ministre de l'Intérieur était dans l'équipe... J'en passe. C'est pour dire que quand on s'attaque comme ça à des gens de manière individuelle, je pense que ce n'est pas bon. D'autant plus que celui que vous insultez aujourd'hui à travers la presse, vous le rencontrez demain, vous faites l'accolade. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait que l'on comprenne, comme le dit le Wolof, oui, vous savez, ce n'est pas les politiques. Vous savez, je suis de ceux qui pensent, et ça c'est ma conviction la plus forte, que l'action la plus noble et la plus saine, c'est la politique. C'est la politique et je vous donne quelques exemples. Vous avez vu dans le sport, on vous dit que c'est du bénévolat, les gens ne sont pas payés, et pourtant ils s'entrebouffent pour être président de la fédération. Allez dans les daïras, on vous dit que c'est pour Dieu. Combien de fois vous avez vu dans des daïras où les caisses ont été détournées? Allez dans les mosquées, les gens se bagarrent pour être imam ou pour être muezzin. Pourquoi? Au moins dans la politique, le jeu est clair. Nous savons que nous nous battons pour le pouvoir et il y a des règles qui sont établies. D'accord. Vous avez aussi dit, lors de la rencontre des femmes de Macky 2012, être sûr de la réélection de Macky Sall. Vous avez prédit son second mandat. Sur quoi vous fondez-vous pour croire à cette réélection? D'abord, sur le bilan qu'il a. Il faut être objectif. Vous savez, moi, je ne parle pas souvent, j'ai horreur de parler de, par exemple, taux de croissance, ceci, cela, parce que, qu'est-ce qui vous a convaincu? justement, ça que je veux vous dire. Le Sénégalais lambda, quand vous lui parlez de taux de croissance, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que c'est. Mais de manière concrète, nous pouvons constater que, je prends l'exemple de la Sénélec, j'aime bien cet exemple-là. Nous savons dans quelles difficultés se trouvait la Sénélec. Mais nous savons aujourd'hui quelle est la situation de la Sénélec, qui a rompu avec les délestages. Non, ça porte très bien comme un charme. Vraiment, c'est une jeune fille très convoitée aujourd'hui. Vous prenez le cas un autre cas qui m'intéresse beaucoup parce que je suis un rural, de l'électrification rurale. Pour la Sénélec, je signale qu'il y a une coupure de plusieurs heures hier dans ce secteur. Mais j'étais aux États-Unis, il y a eu une coupure. J'étais en France, il y a eu une coupure. Les coupures, ça existe dans tous les pays. Mais je parle de délestage. Parce que le délestage consiste à dire, nous n'avons pas suffisamment de jus, il faut couper tel quartier pour tel quartier. Mais une machine tombe en panne, ça c'est naturel. Alors, je prends le cas de l'électrification rurale. De 1960 à 2000, seuls 6% des villages sénégalais avaient été électrifiés. Quand le président Wade est venu, quand il est venu, en 12 ans, il a mis 18% de plus. On était à 34%. De 2012 à nos jours, le pouvoir actuel est en train de porter ce chiffre-là à 60% des villages qui sont électrifiés. Je vous dis que c'est du concret parce qu'on sort d'ici, on prend une voiture, rien que dans le département de Dakar, on va vous dire voilà telle localité, dans le département de Thiès, même chose. Vous prenez le cas de l'hydraulique, c'est la même chose, j'ai pu donner des chiffres. Mais vous prenez le cas de Dakar Demdik qui est là à quelques encablures de chez vous. En 2012, nous savions ce que c'était Dakar Demdik. Aujourd'hui, nous savons également ce qu'est devenu Dakar Demdik et finalement même ça devient Sénégal Demdik.
Vous prenez une structure qui est pour moi extrêmement importante, c'est l'agent de sécurité de proximité, ASP. C'est 10 000 jeunes qui avaient été recrutés. J'apprends d'ailleurs tous ces jours derniers que 3 000 ont été. Ensuite, il y a les DAC, les domaines agricoles communautaires. Donc, on aurait pu, la liste est longue. Il y a les bourses familiales. Justement, j'insiste sur les bourses familiales. Vous savez pourquoi? J'ai l'habitude de dire à mon ami Malik Gakou, que je salue au passage, que vous savez, Malik, yalla may na la nga mën a dépenser 1, 2, 3, 5 millions par jour. Yalla na yag. Mais mon parent qui est là-bas à Yangé ou à Mbeleché, qui, au bout de plusieurs mois de labeur, vend ses récoltes, il se trouve avec 50 000 francs. C'est avec ces 50 000 francs-là qu'il compte vivre jusqu'à l'année prochaine. Ainsi de suite. Certains viennent à Dakar avec ces maigres ressources pour être des marchands ambulants et ils comptent sur cette terre pour vivre jusqu'à l'année prochaine. Celui-là, si on lui donne 100 000 francs par an, c'est extrêmement important et c'est en train de révolutionner beaucoup, de créer une révolution dans le monde. Donc, la liste, elle est longue. Alors, si quelqu'un réalise de telles performances, si quelqu'un a la chance, aussi comme on dit, parce que c'est avec lui, parce que depuis Senghor, on était dans la prospection pour trouver du pétrole, pour trouver du gaz, on disait qu'il y en a au Sénégal, mais personne ne savait. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Donc, il a également la chance de pouvoir exploiter aujourd'hui ces ressources naturelles-là. Donc, si vous avez un tel bilan et un tel projet, parce que l'exploitation des ressources, c'est également dans l'avenir que ça va se produire, il vous faut un minimum d'efforts sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan du management des hommes, pour que véritablement vous puissiez arriver à convaincre les Sénégalais de la nécessité de vous donner un second mandat. Je termine sur une petite anecdote. J'ai un ami, marabout, qui est à Touba. Hostile à Macky Sall. Hostile alors. Un jour, il m'appelle comme ça en pleine nuit. Il me dit, c'est Macky, je dis, Macky Sall, j'ai deuxième mandat. Je dis, ah, mais c'est il me dit, non, j'ai réfléchi. Il me dit, vous savez, Macky Sall, de 2012 à nos jours, il ne fait que de la politique politicienne. Parce qu'il veut un second mandat. S'il est réélu, il va travailler, il aura les mains libres maintenant pour se consacrer entièrement aux tâches de la nation. Si vous élisez un autre, il fera comme Macky Sall pour son premier mandat. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, nous, au niveau de la CLP, nous avons proposé pour l'élection présidentielle un mandat unique de 7 ans non renouvelable. Donc, pour toutes ces raisons et pour d'autres, j'estime qu'il réunit aujourd'hui toutes les conditions pour pouvoir obtenir un second. Je ne parle pas maintenant du camp d'en face. Au-delà de 2019, Serigne Mbacké Ndiaye voudra-t-il être président? Je ne sais pas, parce que vous savez, j'ai l'habitude de dire que je suis un sportif. Je joue match après match. Écoutez, j'ai un championnat, je joue dans un championnat. La première journée, je rencontre les Girafes. La deuxième journée, la Jeannette. La troisième, Gorée. Avant de parler du match de Gorée, je règle d'abord le problème du Giraffe. Après, on verra. À 11h30 au sujet le grand oral sur Réunion FM. Nous recevons Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre et actuel président du parti politique CLP, Convergence libérale et patriotique. Alors, nous avançons un peu, mais nous parlons toujours politique. La main tendue de Macky au Parti démocratique sénégalais. Souleymane Ndéné Ndiaye y a répondu favorablement. Vous me permettez d'ailleurs de rappeler une chose. Vous avez parlé tout à l'heure de l'alliance qui a été créée par l'opposition, Manko Taxawu. Vous savez, et vous avez parlé de frustration. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'organisations qui étaient dans ce groupe, qui ont été laissées en rade, qui aujourd'hui sont presque dans la rue pour parler de frustration? Bref, c'était une parenthèse pour dire que s'il y a des problèmes, c'est partout. Alors, absolument, absolument. Alors, maintenant, vous avez parlé de la main tendue de Macky Sall au PDS, ce qui est tout à fait naturel. Et je vais vous faire une révélation. C'est en 2012, je dis bien en 2012, après la défaite, que le président Wade avait dit à certaines personnes, faisons tout pour avoir un candidat unique du camp libéral en 2017. J'en fais partie de ces personnes-là. Et en citant nommément le PDS, le Réumi, le Bokk Gis Gis, Abdoulaye Baldé et Macky Sall. C'est en ce moment, parce que vous savez, je parle de réveil parce que les gens... Après sa défaite. Les gens parlent souvent de choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, je préfère encaisser même des coups, ne pas répondre, ne pas réagir et savoir que ce que je fais, je le fais sur des bases objectives. Si j'ai eu, en ce moment-là, je dis bien en 2012,
à m'approcher de Macky Sall, de discuter avec lui, c'est justement à la suite de ces instructions-là que le président Abdoulaye Wade m'avait donné moi-même. Et ça, j'ai la preuve matérielle de ce que je dis. Donc, et Macky Sall le sait parce que nous en avions parlé en 2012. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, notamment la traque des biens maritimes. Mais alors oui, écoutez, vous savez, moi, je ne m'engage pas dans la légèreté, avec légèreté. Quand je m'engage, je le fais de manière sérieuse et on ne me fait pas reculer également. Au courant de ces instructions de Wade. Mais absolument. Absolument. Il en a la preuve de ces instructions de Wade. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire il faut que les gens fassent très attention dans les rapports entre Macky et Wade. Il se passe beaucoup de choses entre eux. Je le dis à haute intelligible voix. Et personne ne me démentira. En tout cas, ceux qui savent ce qui se passe. Maintenant, il y a des gens qui parlent pour parler. Il y a des gens qui parlent pour plaire. Mais personne, il n'y a pas un homme sérieux dans le PDS qui sait ce qui se passe qui pourra me démentir. Et j'ai l'habitude de dire, attends, je termine. J'ai l'habitude de dire, parce que quand je dis que beaucoup de choses se passent entre Wade et Macky, j'ai toujours ajouté, et je l'ai dit au président Macky Sall, le fils n'a que des devoirs vis-à-vis de son père. Et le père a tous les droits vis-à-vis de son fils.